l'Afrique d'une seule voix. Dans quelques instants, parlons pognon avec Patrice Nziassé Pognon. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix. Bonjour les amis, ça y est, je me lance sur le format vidéo de mon émission. Je vous avoue que je préfère le format uniquement audio. Mais faire quelques apparitions en vidéo vous permettra de mieux me connaître, créer le lien. Je vous avoue que l'exercice n'est pas si facile que ça, je me suis mis un petit prompteur dont j'espère très vite me passer car je n'ai jamais été à l'aise dans l'improvisation, même avec mes instruments. Je vous laisserai juger de mon évolution. L'aventure commence avec vous. J'attends vos pistes d'amélioration dans les commentaires. Nous allons évoluer ensemble. Alors parlons pognon, c'est quoi ? Parlons pognon, c'est la déclinaison radiophonique de mon podcast Le Petit Traité de guerre économique que je vous invite à retrouver sur Spotify et Apple Podcast. Une émission radiophonique sur le tout nouveau média tourné vers sa diaspora, l'Afrique d'une seule voix. Un projet qui se veut être une renaissance de la mythique radio Africa numéro 1. L'initiatrice de ce projet est Eugénie Dieki, ancienne directrice des programmes de Africa numéro 1. L'idée, c'est de vous apporter des bonnes nouvelles. Mon nom est Patrice Nziassé Pognon. Je vous présente l'unique émission africaine du web et de la radio, Parlons Pognon, qui vous parlera économie et géostratégie sous le prisme du climat des affaires, business et entrepreneuriat dans le milieu des affaires, avec ceux qui entreprennent et ceux qui nous gouvernent. Alors, on va commencer fort en se posant les questions suivantes. Pourquoi l'Africain est le seul à se poser la question de son retour en Afrique, le Back to Africa, comme une idéologie et un combat politique, alors que cela devra être naturel. Le rôle de la diaspora et afrodescendante devrait être dans l'ordre d'abord chercher à reconstruire sa terre mère, Kama, puis ensuite bâtir des routes du commerce, des réseaux économiques pour écouler sa marchandise, ses services, ses produits transformés et d'extraction dans le monde. Nous allons aujourd'hui développer ce sujet et comprendre ce qui n'a pas marché dans notre compréhension du mondialisme. Pour soutenir la chaîne, je vous demanderai de liker l'épisode, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et de laisser un petit commentaire. Cette simple contribution va me permettre d'exister et de pouvoir continuer à vous partager mes analyses ou celles de médias ayant déjà fait le travail, mais dont je me fais l'écho sur ma chaîne, afin de faire passer le message à ma communauté, la communauté que vous êtes. De tout temps, quand les explorateurs ou les pilleurs quittaient leur territoire, c'était pour devenir riches de leurs expéditions. L'on a eu la route des épices, aussi appelée la route des Indes, grâce aux campagnes d'Alexandre le Grand qui ont eu lieu à l'Antiquité jusque dans les Indes. Le poivre et la cannelle sont deux épices qui sont depuis très longtemps connues et appréciées en Europe. Pourquoi la France, pays européen et fort éloigné de ce que l'on appelait les Indes, s'intéresse au sous-continent ? Tout d'abord, il faut bien comprendre que d'autres pays européens se sont, bien avant la France, intéressés au sous-continent. C'est le cas notamment du Portugal, des Provinces-Unies qui sont aujourd'hui les Pays-Bas, du Danemark et de la Grande-Bretagne. Les Portugais sont les premiers à s'installer, suite à la découverte d'une nouvelle route maritime permettant d'accéder directement à l'Inde en contournant le cap de Bonne-Espérance qui se trouve aujourd'hui en Afrique du Sud. Ils s'installent en Inde dès le début du XVIe siècle, mélangeant commerce, colonisation et mission religieuse au sein des territoires qu'ils contrôlent. Ensuite, dès la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe, les Néerlandais et les Britanniques, de manière tout à fait pragmatique en voyant les succès commerciaux portugais, s'intéressent eux aussi au sous-continent et fondent de grandes compagnies commerciales, respectivement la VOC et la East India Company, disposant chacune de chartes commerciales pour le territoire. Pour que tout cela soit plus clair, une charte commerciale donne en gros à des entreprises privées des droits étendus et un monopole sur un territoire en ce qui concerne le commerce, l'exploration et l'occupation du dit territoire. Cette autonomie s'étend parfois aux affaires diplomatiques locales. En 1620, les Danois se joignent à la danse et fondent également une compagnie à charte destinée aux Indes, compagnie qui ne durera pas vraiment car mal organisée, encore plus mal financée et très peu soutenue par la métropole.
Les Français, quant à eux, malgré différentes tentatives d'entrepreneurs privés dès le début du XVIIe siècle, et quelques efforts en ce sens sous Richelieu, ne mettent en place une compagnie qu'en seconde partie du XVIIe siècle, en 1664, sous l'impulsion de Colbert, ministre de Louis XIV. Puis l'on a eu Marco Polo, dont les expéditions l'ont mené de Venise aux confins de la Chine. Au XIIIe siècle, il fut au service de l'empereur mongol Kubilai Khan. Marchand vénitien du XIIIe siècle, à l'origine de l'un des plus grands best-sellers de l'histoire. Il a passé la moitié de sa vie à voyager en Asie, serviteur du grand Kubilai Khan et co-auteur du célèbre Livre des Merveilles. Je vous propose aujourd'hui de découvrir le véritable récit du célèbre Marco Polo. Marco Polo naît en 1254 à Venise, le cœur de la République de Venise. Oui, l'Italie n'était pas un pays unifié à l'époque, mais ça j'en ai déjà parlé dans la vidéo sur De Vinci. Issu d'une riche famille de marchands vénitiens, Marco grandit en sachant qu'il est destiné à marcher sur les traces de ses parents. Son père et son oncle, Niccolo et Matteo Polo, sont déjà de sacrés voyageurs, habitués à se rendre en Asie. Car oui, à l'époque, la vie de marchand était parfois compliquée. Certains devaient parfois partir de chez eux pendant plusieurs années, ce qui était le cas pour les frères Polo. Vous vous doutez bien que rejoindre la Chine à pied ou à cheval, quand on part d'Italie, ça fait un sacré chemin. Et pour s'y rendre, les Polos utilisent la célèbre route de la soie. Ce qu'on appelle la route de la soie, c'est un réseau de routes commerciales mettant en relation l'Europe et l'Asie. Tout commence au 1er siècle, où les Romains découvrent la soie. Les premiers échanges de soie ne sont pas faits directement entre Romains et Chinois. D'ailleurs, les Romains ne connaissaient absolument pas la Chine, et quand ils ont commencé à entendre parler d'eux, ils pensaient que c'était des êtres fantastiques capables de vivre 200 ans. Ouais, mal renseignés les mecs. En fait, les premières arrivées de soie en Europe se font via des échanges entre les Chinois et d'autres tribus, puis de ces tribus à d'autres tribus, etc., etc., jusqu'à un beau jour où ce précieux tissu tombe entre les mains des Romains. Et comme se procurer de la soie coûtait très cher, ça devient le grand truc à la mode à Rome. Avoir des vêtements en soie était alors un signe de richesse. Et ainsi, au fil des siècles, Européens et Chinois vont se rapprocher, et des routes terrestres mais surtout maritimes se mettent en place, poussées notamment par l'empereur de Chine Han Wudi de la dynastie Han, qui était persuadé qu'il existait d'autres peuples civilisés à l'ouest. Tout ce beau monde commerce et se mélange, et ainsi chaque civilisation s'échange ses denrées, que ce soit la soie, mais aussi des épices, des pierres précieuses, du lin, de l'ivoire ou encore... De retour à Venise, vers la fin de l'année 1295, les cales de leurs bateaux remplis d'épices, de soieries et de pierres précieuses. Cela fera 24 ans qu'il aura été absent de Venise. On attribue entre autres à Marco Polo la première d'avoir ramené la poudre noire, la poudre à canon en Europe, ce qui a changé l'ordre des choses, puisque cela marquera le début de l'hégémonie économique mondiale de l'Occident, qui démarre avec la maîtrise de l'armement, dont elle sera le leader jusqu'à aujourd'hui et le plus gros fabricant. En revenant dans notre histoire contemporaine, l'on peut apprendre l'Asie comme exemple d'une très forte implication de sa diaspora, pour reconstruire toute une zone ayant subi 2 bombes atomiques, 2 guerres de l'opium, de multiples d'autres guerres dont la plus connue, voire les plus connues, reste celle du Vietnam, sans oublier celle des Philippines. L'Asie a eu sa part de dévastation, mais c'est sa diaspora qui a permis la renaissance de ces zones en faisant de l'Asie le fer de lance économique pour ces prochaines décennies, voire siècles. Ils ont su tirer les leçons du choc des civilisations et de la guerre économique pour mieux se protéger, anticiper et se projeter dans l'avenir. Macron a enfin lancé sa campagne sur les thèmes de la réindustrialisation de la France et a ainsi dévoilé, à ciel ouvert, pourquoi et comment la France doit le faire. Et cela va nous permettre, à nous, la diaspora africaine, de comprendre pourquoi nous devons le faire aussi, mais sur le continent. Car nous n'avons pas été formés et éduqués à bâtir, mais à être soumis. Et ce, bien malgré nous. Car même ceux qui vous diront le contraire, vous ne les sentirez jamais aussi à l'aise et détendus que lorsque un occidental est dans les parages, qu'il est dans le projet et qui le drive. Le manque de confiance que nous avons entre nous et parmi nous démontre de notre entière soumission et aliénation envers notre prédateur et notre ancien colonisateur. Pourquoi le terme de prédateur? Parce que l'Afrique vit une véritable prédation économique qui s'est organisée sous forme de guerre, une guerre économique.
Une guerre économique qui a consisté à détruire entre autres son industrie artisanale et lui a coupé toute velléité d'émancipation économique sur le plan international. L'Africain n'a pas la main sur le cours de ses matières premières, ce sont les autres qui lui imposent, alors que les États-Unis imposent leur prix du gaz de schiste au reste de l'Europe et du monde. Les Africains, surtout dans la zone francophone, n'ont pas de monnaie. Le franc CFA est une monnaie régionale de seconde zone, comme il en existe des dizaines voire des centaines en France, qui n'a aucune valeur sur le marché international, donc l'impossibilité de faire du commerce extérieur sans passer par un intermédiaire qui est son geôlier économique. Il y a beaucoup à dire, mais aujourd'hui, grâce à son programme d'industrialisation, ou plutôt de réindustrialisation, nous allons savoir et connaître tous les arguments et la raison d'une industrialisation. Faites ce que je dis et pas ce que je fais. Nous allons comprendre les dessous de l'impérialisme économique, comprendre c'est quoi une stratégie de communication sur l'industrialisation de son pays. Votre exercice sera de remplacer le mot France par celui du nom de votre pays africain, de votre choix, ou celui du continent, l'Afrique. Nous allons pour cela écouter Emmanuel Macron, qui a présenté ce jeudi 18 mai à l'Élysée son plan pour accélérer la réindustrialisation de la France. Et ensuite, un débriefing acerbe de Thomas Porcher que j'ai retrouvé sur la chaîne Le Média pour la réalisation de cet épisode. Vous écoutez l'Afrique d'une seule voix. L'Afrique d'une seule voix.